Vous êtes sur la télévision Isanganiro. Bienvenue à ce journal. À la une de l'actualité, à la veille de la commémoration du 62e anniversaire de l'assassinat du héros de l'indépendance, le prince Louis Gwagasore, le parti UPRONA appelle les jeunes à imiter Gwagasore afin de conduire le pays à une indépendance économique. Même son de cloche au sein du parti Codebou qui invite tout un chacun à apporter sa pierre à l'édifice en évitant toute résignation. Et la phase de recensement par la cartographie sur tout le territoire burundais sur le point de commencer. Dans ce journal, vous suivrez l'état des lieux donné par le directeur général du bureau central de recensement lors d'un atelier de sensibilisation à l'endroit des représentants des organisations œuvrant au Burundi. Tout de suite, les détails. Au Burundi commémore ce vendredi le 62e anniversaire de l'assassinat du héros de l'indépendance du Burundi, le prince Louis Gwagasore. Le président du parti UPRONA rappelle que Louis Gwagasore avait un esprit rassembleur et voulait que les Burundais gardent la cohésion sociale en mettant en avant la justice. Selon Olivier Nkurunziza, l'héritage du prince Louis Gwagasore n'est toujours pas vécu. Il appelle ainsi les jeunes à montrer qu'ils peuvent eux aussi imiter Gwagasore et conduire à leur tour le pays à une indépendance économique. Nous gardons de lui son héritage qui demande de l'unité, qui demande effectivement que les Burundais gardent une cohésion sociale afin d'avoir la paix, mais aussi il mettait en avant la justice sociale, l'équité. Et il préconisait effectivement de lutter contre la corruption, de lutter contre les malversations économiques. Le prince, lui, Gwagasore, il voulait gérer le pays comme un bon père de famille. Il a baptisé son gouvernement, que son gouvernement sera parent de tous les Burundais. Et c'est ça vraiment le principal objectif qu'il avait. Mais aussi, il est le fondateur des coopératives au Burundi. Il incitait les Burundais de se développer, de travailler afin de développer le pays. Aujourd'hui, si on essaie d'analyser, est-ce que l'héritage de son retraite, c'est le prince Louis Gwagasore, est vécu aujourd'hui au Burundi, a été vécu par le Burundi. Malheureusement, après son assassinat, on a connu pas mal de crises. Les Burundais se sont entretués. Il y en a des réfugiés, alors que le temps du prince Louis Gwagasore, il n'y avait pas de réfugiés. On a connu beaucoup de crises. Et d'ailleurs, quand on essaie d'analyser, on trouve qu'il y a une période de 10 ans cyclique où on risque toujours de tomber dans des troubles socio-économiques du pays. Aujourd'hui, alors, ce que nous rappelons aux Burundais, surtout aux jeunes, que Gwagasore était un leader des jeunes, ce n'était pas un vieux de 100 ans, de 50 ans, il était un jeune de 29 ans. Alors, aux jeunes de bien comprendre qu'ils ont des talents, ils peuvent faire beaucoup de choses, que Gwagasore, lui, il a tout fait pour nous donner l'indépendance politique. Les jeunes aujourd'hui peuvent tout faire pour nous donner l'indépendance économique. Parce qu'un pays qui n'est pas indépendant économiquement, il est toujours soumis à toutes les intempéries, à toutes les conditions qui peuvent quand même gâcher notre culture et notre indépendance politique. Le parti Codebou, quant à lui, trouve que l'héritage de Gwagasore doit inspirer tous les Burundais afin de constituer un leadership fort. Le président de ce parti, Kefa Nibidi, propose que pour qu'il y ait la bonne marche de la vie socio-économique du pays, que tout le monde doit apporter sa pierre à l'édifice en évitant toute résignation.
Le parti Codebu rend encore un hommage vibrant à cet héros de l'indépendance qui s'est donné corps et âme pour que le Burundi puisse se libérer du pouvoir étranger. Il faudra noter que le héros de l'indépendance avait constaté effectivement que c'est une tâche à haut risque vu les différentes façons dont il avait été traité avant son assassinat, mais aussi il était encore jeune parce que je crois qu'il avait moins de 30 ans et cela ne l'a pas empêché d'accepter de se donner à ce risque pour libérer le Burundi du colonialisme. Donc cela doit devenir notre héritage que nous pouvons garder pour tous les Burundais et surtout pour la jeunesse, notamment dans cette période où le Burundi traverse des moments difficiles de pauvreté et de chômage et où la plupart des Burundais sont dans une phase de résignation. Parce qu'il faudra se rappeler que pour lutter contre la pauvreté et le chômage, la base c'est d'avoir un leadership fort, des dirigeants qui sont ancrés dans le développement du pays, du sommet à la base. Et par voie de conséquence, tous les Burundais doivent avoir ce cœur, ce courage de militer pour la bonne marche de la vie socio-économique du pays en se donnant corps et âme, en évitant tout ce qui est résignation, tout ce qui est peur, pour faire ce qui est bien pour notre pays. Le gouvernement burundais est appelé à commanditer un audit sur la gestion des devises au sein de la Banque centrale, selon le président de la PARSEM, Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités. Le Burundi devrait, dans ses stratégies limitées, notamment l'émission des dignitaires à l'étranger. Faustin Ndikumana indique que cette rareté des devises continue plutôt de fragiliser les importations. 2 semaines d'importation, c'est une situation inquiétante qui provoque la fragilité dans l'approvisionnement des biens et services au Burundi en importation. Et cette pénurie se remarque après avoir déboursé la première tranche. Et le FMI a déjà déboursé la première tranche, mais la situation continue à être dangereusement inquiétante. Mais si on analyse aussi au niveau de la gestion, parce que le conseil quoi, il faut d'abord un audit sur la façon dont les devises sont en train d'être gérées à la Banque centrale. Parce que s'il y a une rareté évidente, il faut une gestion rationnelle, une gestion parcimonieuse pour faire face à cette situation. Il faut les priorités au niveau de l'importation. Il faut aussi voir les missions à l'étranger, la participation des missions à l'étranger. Chaque autorité, quel que soit son rang, avant de partir, il faut analyser si vraiment sa mission à l'étranger aura des retombées positives dans le court terme et évidentes sur les caisses de l'État. Si nous continuons à dépenser à tout va dans les missions à l'extérieur, ça serait une dépense qui risque de peser lourdement sur cette trésorerie déjà mise en cause. Le gouvernement aussi devait s'atteler à avoir les pistes, concevoir une stratégie de mobilisation de financement ou des ressources en devises. Il faut un cadre légal, un cadre environnemental qui permet à la promotion des exportations. Il faut investir dans le tourisme. Il faut la mobilisation de l'aide publique au développement. On voit dans le budget 929 milliards d'aide publique au développement. On ne comprend pas comment une telle prévision est là, mais la mobilisation n'est pas là. L'emprunt. Mais est-ce que c'est le FMI qui peut prêter au gouvernement du Burundi? Seulement, les investissements directs étrangers sont en part. J'imagine que quelque part, le gouvernement doit concevoir toute une stratégie allant de diversifier les pistes d'approvisionnement en devises. Le Bureau central de recensement, BCR, va bientôt entamer la phase proprement dite de recensement par la cartographie sur tout le territoire national. Nicolas Ndaïchimié, directeur général du BCR, l'a dit ce jeudi au cours d'un atelier de sensibilisation à l'endroit des représentants des organisations œuvrant au Burundi. Nicolas Ndaïchimié salue cependant les organisations qui se sont engagées à soutenir ce processus. Il y a d'abord les agences des Nations Unies. Ici, il y a déjà l'INFPA qui est avec nous depuis les phases, je dirais, préliminaires. Parce que c'est avec l'appui de l'INFPA que nous avons élaboré le document stratégique de base. Il y a la FAO qui est là pour nous soutenir dans le volet recensement de l'agriculture et de l'élevage. Il y a le PNUD qui nous a déjà apporté un appui et qui continue aussi à nous appuyer
en nous fournissant le matériel qui sera utilisé par les agents cartographes qui seront sur le terrain. Parce que vous voyez maintenant, les agents cartographes devront aller sur le terrain et faire ce que nous appelons balayage systématique. Ils seront obligés de camper dans les collines et nous avons tout le matériel de couchage qui sera mis à leur disposition, qui est pris en charge avec le PNUD. Il y a la Banque africaine de développement qui a déjà promis de mettre à la disposition du gouvernement du Burundi $1,200,000. Il y a la Banque mondiale qui vient de confirmer aussi qu'elle aura à mobiliser des fonds aussi pour le recensement. Donc l'enveloppe sera connue sous peu. C'est dans le cadre du projet régional d'harmonisation des statistiques au sein de l'EAC, volet du Burundi qui est en cours d'élaboration, que la banque voudrait apporter son appui au recensement. Il y a l'ISID qui va apporter une assistance technique au recensement, notamment pour tous les aspects qui concernent l'analyse et le traitement des données. Il y a aussi l'ONG CERES qui a déjà mis à la disposition du BCR $10,000 et avec quelques tablettes qui seront utilisées dans les différentes activités de formation du personnel de terrain. Le centre neuropsychiatrique de Kamingé a accueilli plus de 1190 patients malades mentaux en 2022 et seulement le mois passé, ce centre a accueilli plus de 730 patients et parmi ces derniers, plus de 630 souffraient de maladies mentales. Pierre-Claver Ndjedjimana, psychologue chargé de suivi des malades, signale que le centre a une capacité d'accueil de 160 patients seulement. Il précise que les médicaments sont chers et demande au gouvernement de donner ces médicaments gratuitement aux malades les plus démunis. L'année passée, on a pu recevoir 10 191 patients qui ont consulté l'hôpital. Et le mois passé, on a reçu 732 patients. Et parmi les 732, 675 souffrent des problèmes de santé mentale. Voilà. Et hier, on avait 141 patients qui étaient inscrits justement à l'hôpital sur une capacité d'accueil de 160 lits. C'est malgré qu'il y a eu des parts de certains médecins qui sont allés poursuivre les études à l'étranger. Mais quand même, ils ont été remplacés par d'autres médecins généralistes qui sont ici. Et nous avons aussi un psychiatre qui est permanent ici. Et je me dis que quand même, on essaie de faire le mieux pour prendre en charge les personnes qui souffrent des maladies mentales. En fait, ce que nous faisons, nous, on fait une prise en charge, je dirais, purement institutionnelle. On reçoit le patient, on fait une évaluation clinique. Et après l'évaluation clinique, on décide si la personne peut être hospitalisée ou si la personne peut rentrer pour poursuivre le traitement en ambulatoire ou à domicile. Et celui qui est hospitalisé, donc, il est pris en charge jusqu'à ce que les symptômes disparaissent. Et puis, on fait un protocole de sortie. Et si la personne est sortie, on lui donne les médicaments pour un mois. Et si ce mois est terminé, on invite la personne de retourner pour l'ordonnance pour qu'il puisse acheter d'autres médicaments. Mais souvent, ce sont des gens qui nous reviennent dans un état de rechute parce qu'ils n'ont pas observé le médicament et ils nous disent qu'ils ont manqué les moyens pour acheter les médicaments et ils rechutent. Ça, c'est vraiment un problème que nous voyons au quotidien. Il y a des rechutes liées à l'inobservance thérapeutique, faute de moyens pour acheter les médicaments. J'aimerais peut-être lancer une demande, une doléance auprès du gouvernement pour qu'il puisse prendre cette question à main pour que les personnes qui souffrent d'une maladie mentale puissent se faire soigner gratuitement, comme on l'a fait pour les maladies chroniques, comme le VIH-Sida. Comme ça, la population qui souffre de ces maladies va bénéficier des médicaments gratuitement et ça va diminuer aussi les cas de rechute qu'on observe ici et là par une observance thérapeutique. Si la personne a le droit à des médicaments, eh bien, il n'y a pas de rupture dans la prise en charge et par conséquent, il n'y a pas de rechute.
La croissance économique du Burundi devrait s'accélérer en 2023 jusqu'à environ 2% par rapport à 2022. C'est un espoir du Fonds monétaire international après sa visite au Burundi du 24 au 29 septembre 2023. Cette institution affirme néanmoins que cette croissance est ralentie par plusieurs chocs dont le retard des pluies observé à la fin de 2022. Jean de Dieu, Ila Kodze a lu le rapport issu de cette visite. La croissance économique du Burundi devrait s'accélérer en 2023 jusqu'à 1,8% par rapport à 2022 sous l'impulsion des secteurs secondaires et tertiaires, indiquant que l'économie burundaise continue à se redresser, note ce rapport du Fonds monétaire international du 7 octobre 2023. Toutefois, nuance ce rapport, cette croissance est ralentie par des chocs, notamment les effets néfastes de l'arrivée tardive de pluie de la fin de l'année 2022 qui se sont répercutés sur les récoltes de 2023. De plus, le commerce et la distribution des produits agricoles à l'intérieur du pays ont été entravés par des pénuries de carburant causées par une disponibilité limitée de devises pour des fins d'importation et les cours d'importation élevés de ce carburant et des problèmes d'approvisionnement, poursuit ce rapport. Les hausses de prix à la pompe effectuées en juillet et en septembre 2023 et celles de volume importé de carburant ont permis d'établir des prix à la hausse des coûts de revient du carburant et de pallier les pénuries, reconnaît le Fonds monétaire international. Dans ce rapport, le Fonds monétaire international déplore que les réserves en devises ont continué à diminuer, s'établissant à 59,7 millions de dollars, environ 0,5 mois d'importation, soit 15 jours à mi-septembre, contre 1,3 mois d'importation à la fin du mois de mars 2023, soit environ 24 jours, en raison de la facture des importations et du report des exportations d'or. Le déficit a été amené par une hausse des transferts de fonds privés et le premier décaissement du Fonds monétaire international au titre de la facilité élargie de crédit, comme le souligne ce rapport. Et c'est par ici que prend fin ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci également à l'équipe technique et à l'équipe de la rédaction qui m'ont permis de le réaliser. Bonne suite des programmes avec la télévision Isanganiro.